Dans cet épisode du podcast Hypnopod, Laurent Bertin reçoit Nicolas Adolage pour discuter du changement et des différents paramètres qui influencent la capacité des gens à changer. Ils partagent leurs points de vue et abordent des questions telles que comment éviter de perdre du temps lors des séances d'hypnose. Ils soulignent que le changement est une question complexe qui implique différents éléments propres à chaque individu, tels que les croyances, les expériences et les cultures. Ils remettent en question les approches thérapeutiques conventionnelles et soulignent l'importance d'adapter les techniques utilisées en fonction de chaque personne. Ils reconnaissent que l'humain est un être unique et aléatoire, et qu'il est nécessaire d'optimiser le processus de changement pour chaque individu de manière rapide et saine. Finalement, ils remettent en question l'utilisation systématique des mêmes outils et techniques pour tous les clients et encouragent une approche plus personnalisée et adaptée à chaque situation. Au début de sa pratique, l'utilisateur utilisait toujours les mêmes inductions et protocoles en hypnose. Cependant, il a réalisé que chaque personne réagissait différemment au changement et qu'il fallait s'adapter à leur individualité. Il remet en question l'utilisation de techniques abstraites qui ne parleraient peut-être pas à tout le monde. Il compare l'hypnose au développement d'un logiciel, où il existe différents niveaux de changement. Il se demande s'il existe un niveau de changement universel pour tous les humains ou s'il faut adapter les métaphores à chaque individu. Il exprime sa curiosité et demande l'avis de l'interlocuteur, qui a accumulé une grande expérience dans le domaine. Ce dernier explique que bien que nous soyons tous différents, nous avons tous les mêmes mécanismes et structures émotionnelles. Il mentionne sa formation en ligne qui se concentre sur ces structures et explique que travailler sur ces bases permet de construire notre identité. Peu importe le protocole utilisé, ils travaillent tous sur ces structures. La différence entre un débutant et un expert réside souvent dans sa compréhension et son travail sur ces structures. Il souligne l'importance de savoir sur quelles structures on travaille lors d'une séance et donne l'exemple de problèmes de peur comme l'abandon et le rejet qui posent généralement problème chez la plupart des individus. En conclusion, il invite l'utilisateur à travailler sur ces structures émotionnelles pour générer le changement souhaité chez les personnes. Dans cette conversation, il est question de travailler sur les bases fondamentales de ce qui constitue un être humain, en comprenant ses apprentissages et ses structures. L'idée est de creuser ces structures en posant des questions rapides et intuition, afin de voir ce qui bloque chez le client. L'accent est mis sur l'importance de ne pas se focaliser sur les paroles conscientes, mais sur les structures qui se manifestent. Ces structures peuvent être des peurs, des besoins fondamentaux, des valeurs, etc. et c'est leur interaction qui définit l'unicité d'une personne. Il est également souligné l'importance de travailler à la fois sur l'aspect humain, mécanisme du cerveau, apprentissage, et l'aspect être, identité, acceptation de soi. Concernant le blocage au changement, il est mentionné que certaines structures comme la peur de l'abandon peuvent jouer un rôle, générant des interdits et une dualité chez la personne. Dans cette pièce, l'auteur explique que la peur d'être abandonné ne provient pas seulement des autres, mais aussi de soi-même. Il affirme que l'extérieur n'est qu'une projection de ce que l'on vit à l'intérieur. La personne ayant une tendance à l'abandon aura souvent du mal à travailler sur elle-même, car elle se sent obligée de s'abandonner. Lorsqu'on travaille avec ces personnes, il est important d'aller lentement dans le processus de changement, sinon elles risquent d'abandonner thérapie. Une fois la thérapie terminée, tous les problèmes reviennent car le praticien lui-même faisait partie du problème. Il explique également que ces personnes ont souvent des mécanismes de dépendance affective et changent seulement en présence du praticien. Si on ne connaît pas ces mécanismes et qu'on va trop vite, on ne résout qu'une partie du problème. Il est donc nécessaire pour les praticiens de se former à ces mécanismes et d'acquérir de l'expérience pour les comprendre et intervenir efficacement. L'auteur souligne également l'importance de la connaissance et de l'information dans le processus de changement, tant au niveau conscient qu'inconscient. Il explique que la peur de l'abandon est universelle et que comprendre ces mécanismes nous permet de mieux gérer nos relations et nos différentes situations de vie. Le sujet dont il est question ici concerne les mécanismes inconscients qui influencent notre comportement et nos problématiques. Il est important de prendre conscience de ces mécanismes pour pouvoir les reconnaître et les comprendre. L'intervenant souligne qu'il ne faut pas considérer les problèmes ou les symptômes comme isolés, mais plutôt comme des expressions d'une personne dans sa globalité. Il met également en avant son approche qui consiste à prendre en compte la personne dans sa totalité, en cherchant à comprendre les structures et les liens entre les problématiques individuelles et la société dans laquelle elle évolue. Il évoque l'exemple de la peur de l'abandon en lien avec la problématique de l'abandon des bébés par le passé,
soulignant la différence de priorité et de contexte dans lequel se trouvaient les individus à cette époque. Il précise que les besoins fondamentaux varient selon les contextes historiques et sociétaux, et que cela peut influencer les problématiques individuelles. Il rappelle qu'il est important de recadrer les problématiques et de relativiser leur importance dans certains contextes. Finalement, elle souligne que le changement ne peut se produire que lorsque la personne fait de son problème une priorité ou qu'elle crée une autre priorité. Il insiste également sur le fait que chaque individu a une perception et des besoins différents en fonction de sa culture, de son éducation et de son contexte de vie. Dans cette conversation, il est question de la manière dont les êtres humains communiquent et expriment leurs problèmes de manière inconsciente, notamment à travers le non-verbal et le paraverbal. Il est souligné que les structures émotionnelles et les peurs sont essentielles à comprendre pour apporter un réel changement. L'importance de prendre en compte l'individu de manière globale, en dehors de son problème spécifique, est également soulignée. Un exemple est donné pour illustrer comment l'observation de gestes et de comportements peut révéler des éléments importants pour comprendre la situation d'une personne. Il est mentionné que cette capacité à observer les signaux subtils est souvent négligée dans certaines formations, mais qu'elle peut être développée avec l'expérience. Enfin, l'analogie est faite avec le marketing et la PNL, où la perception et la compréhension des signaux non-verbaux sont également importantes. Dans cette discussion, l'intervenant souligne l'importance de l'expérience pratique dans le domaine de la thérapie. Selon lui, il est inutile d'apprendre des techniques avancées si l'on n'a pas encore acquis les bases fondamentales. Il travaille donc avec des praticiens déjà formés et expérimentés, car les questions qu'il se pose sont celles auxquelles il a répondu au fil de son expérience. Il met également en lumière l'importance de la progression personnelle de chaque individu dans sa démarche de changement. Certains peuvent évoluer rapidement, ayant déjà fait diverses thérapies et lectures préalables, tandis que pour d'autres, une rééducation émotionnelle plus longue sera nécessaire. Il souligne également que la vitesse de travail dépend du rythme et du niveau de préparation de chaque personne, et que se concentrer sur ces questions, comme le nombre de séances, peut être égocentrique. Enfin, il explique que ces dernières questions sur Facebook visaient à remettre en question ses propres croyances et à comprendre comment les autres professionnels perçoivent l'anamnèse et l'humain en général. Cette personne exprime sa fascination pour tout ce qu'elle a appris aujourd'hui, car elle réalise à quel point le monde est vaste et en constante évolution. Elle explique qu'elle cherche parfois à provoquer les gens pour les faire réagir et remettre en question leurs pratiques. Elle souligne que certaines personnes semblent loin de l'humain et regrettent le manque d'informations sur le processus de changement. Elle estime que c'est dommage car ce qu'elle a appris en quelques minutes résume des mois de pratique. Elle reconnaît cependant qu'il existe des formations et d'autres professionnels qui partagent ces connaissances. Elle est préoccupée par le gouffre entre ce que les praticiens font et ce qui est réellement utile pour leurs clients. Elle pense que tout est utile dans le processus de changement et que les praticiens ont une responsabilité émotionnelle envers leurs patients. Elle insiste sur la nécessité de sortir de l'ego et de l'idée de réussite personnelle, et d'être attentif à la personne et à sa capacité à changer. Elle est plus intéressée par les structures profondes des individus que par les suggestions directes, car elle est convaincue que chaque suggestion devient finalement une autosuggestion acceptée par la personne elle-même. Elle estime que l'accompagnement thérapeutique dépend du rapport humain et de la capacité du praticien à être authentique et à comprendre la personne dans sa globalité. La responsabilité de chacun est un aspect important selon l'interviewé. Il considère qu'il est responsable à 100% de ce qui se passe pendant une séance de thérapie, tandis que le client est également responsable à 100% de sa propre transformation. Il met l'accent sur le fait que le changement ne dépend pas uniquement du thérapeute, mais aussi de la volonté et de l'implication du client. L'interviewé souligne qu'il n'y a pas de jugement ni de culpabilité dans sa pratique thérapeutique, ce qui lui permet d'aborder des sujets difficiles avec ses clients. Il mentionne également que certains clients peuvent mentir, notamment dans le cas des troubles alimentaires, mais cela est lié à leur problématique spécifique plutôt qu'à une intention de bloquer le travail thérapeutique. Dans cette discussion, la personne affirme être très influencée par le personnage de Dr House, car elle pense que les gens mentent, souvent sans le savoir. Elle remet en question les liens de cause à effet que les gens établissent pour expliquer leur comportement. Elle soutient qu'il est important de faire prendre conscience à l'autre de ses propres mécanismes, plutôt que de simplement acquiescer à ses dires. Tant que quelqu'un se considère en position de victime et ne prend pas la responsabilité de changer, il ne pourra pas évoluer.
Elle souligne également la nécessité de se focaliser sur l'individu en face de nous et de respecter les limites de notre influence sur les aspects systémiques. Elle évoque le cas des couples en difficulté, insistant sur le fait que la responsabilité de la situation incombe à chaque individu et qu'il est nécessaire de se remettre en question. Elle met en garde contre le fait d'adopter un parti pris et insiste sur la nécessité pour les praticiens de se protéger émotionnellement. Enfin, elle parle de la dynamique des pervers narcissiques et soutient qu'il est primordial pour la victime de prendre la responsabilité émotionnelle pour changer sa structure et se libérer de cette relation destructrice. La discussion porte sur la difficulté d'aborder certains sujets délicats sans être ni trop gentil ni jugemental. Il est souligné l'importance de la psychoéducation pour expliquer la structure émotionnelle dont les personnes sont victimes. Certaines personnes peuvent être en déni de leur structure émotionnelle et refuser de l'accepter. Il est donc essentiel de poser des questions et de s'adapter au rythme de chaque individu pour avancer pas à pas. Les praticiens ne doivent pas imposer leur rythme de changement, mais plutôt soutenir leurs clients dans leur globalité. Il est également mentionné que travailler en demi-heure ne signifie pas nécessairement faire du pansement et que chaque personne a besoin d'être écoutée et prise en compte dans sa complexité. Enfin, il est reconnu que parfois il peut y avoir des obstacles ou des résistances à surmonter, mais il n'est pas possible d'accélérer le processus sans le consentement et la coopération de la personne concernée. Dans cette conversation, Laurent Bertin explique sa façon d'interagir avec ses patients. Il mentionne qu'il est capable de sentir quand quelqu'un se comporte de manière contradictoire ou évite de faire face à ses problèmes. Il affirme qu'il exprime toujours ses sentiments de manière honnête, même s'il peut paraître agressif. Il considère que c'est de sa responsabilité de mettre les structures de ses patients à jour afin de les aider à avancer. Il mentionne également que le travail personnel et la supervision sont essentiels pour les praticiens. Il souligne l'importance de créer un rapport de confiance avec le patient afin de pouvoir agir efficacement. Elle précise qu'il ne force jamais les choses, mais qu'il essaie de stimuler les personnes pour qu'elles passent d'un mode passif à un mode actif. Il insiste sur le fait qu'il est important d'être honnête et de ne pas se laisser balader par les patients. Il conclut en disant que cela demande une certaine gymnastique mentale pour agir de cette manière. Lorsque l'on parle de structure et du manque de formation des praticiens, il est important de souligner que même après 20 ans de pratique, il peut être difficile de mettre le doigt sur certaines choses sans avoir fait un travail personnel approfondi, lu des ouvrages pertinents, eu des supervisions et échangé avec d'autres professionnels du domaine. Il est crucial de faire la différence entre notre ressenti et nos projections sur les autres, car cela peut induire des interprétations erronées. En formation, on insiste souvent sur la notion de projection et on conseille aux professionnels de ne pas interpréter des mots qui n'ont pas été dits. Il y a une distinction à faire entre ce qui vient de l'autre personne et ce qui vient de nous. Parfois, on peut être touché par quelque chose qui résonne en nous, mais il est important de ne pas l'exprimer de manière inutile pour la relation. Dans une relation systémique, on est conscient que les problèmes d'un individu peuvent résonner chez l'autre. Il est donc primordial de travailler sur soi-même afin de mieux comprendre ces dynamiques. Certains problèmes peuvent toucher les mêmes structures émotionnelles chez les praticiens et leurs clients, ce qui peut créer des difficultés dans la relation d'aide. En révélant ces problématiques, on peut les prendre en compte et les travailler ensemble. La synchronicité entre les praticiens et les clients va au-delà de ce que certaines écoles enseignent. Il s'agit de ressentir l'autre, de percevoir les choses qui résonnent en nous, et d'identifier ce qui bloque ou pose problème, c'est-à-dire les structures émotionnelles. Dans une formation en ligne, il existe un module sur la projection et comment en faire un outil utilisé à bon escient. Cependant, il est essentiel de bien comprendre son fonctionnement pour pouvoir l'utiliser efficacement. Chacun a sa propre approche et il n'y a pas qu'une seule façon de pratiquer. Certains praticiens peuvent se concentrer davantage sur l'hypnose et les phénomènes hypnotiques. Pour moi, chaque approche fonctionne, mais je me sens plus aligné avec celle qui met l'accent sur les structures émotionnelles. Finalement, les gens peuvent changer de différentes manières, que ce soit par le magnétisme, le l'EFT ou d'autres techniques. Dans cette discussion sur les différentes thérapies, l'importance du rapport entre le thérapeute et le patient est soulignée. Il est essentiel d'être vrai et authentique avec la personne en face de soi. Le thérapeute ne peut pas demander à son patient de vivre quelque chose qu'il n'est pas prêt à vivre lui-même. Les croyances du thérapeute et du patient peuvent également influencer le travail thérapeutique. Certaines personnes peuvent avoir des croyances négatives sur certaines thérapies, ce qui peut affecter le processus de changement.
Il est également mentionné que la projection de ses propres croyances sur le patient est à éviter. Le rapport, la congruence du thérapeute et la confiance dans l'outil utilisé par le patient sont les 3 grands critères pour une thérapie réussie. L'effet placebo est également évoqué, soulignant que si le patient croit en l'efficacité de la thérapie, cela peut avoir un impact sur les résultats. Enfin, il est souligné l'importance de l'humilité du thérapeute et de se poser la question de savoir si l'on est meilleur qu'un placebo dans sa pratique. L'hypnose est souvent considérée comme un placebo, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas bénéfique. Le lien entre le thérapeute et le patient est essentiel pour le succès de la thérapie, peu importe les techniques utilisées. Il est important de trouver un alignement avec ce qui résonne avec soi-même, car travailler de manière congruente permet d'obtenir des résultats durables. Les structures émotionnelles sont également essentielles dans le travail thérapeutique, car elles permettent d'explorer en profondeur les causes des problèmes. Les recherches en neurosciences peuvent apporter des éclaircissements sur le fonctionnement de l'hypnose, mais il reste encore beaucoup à découvrir. Chaque personne a une approche différente de l'hypnose. Ce qui importe est de trouver ce qui fonctionne pour soi et pour ses patients. Lorsqu'on fait une étude sur l'hypnose, il est souvent nécessaire de suivre un protocole strict, ce qui peut avoir des limitations. En effet, chaque personne réagit différemment à l'hypnose et il existe des états de transe naturels qui varient en fonction de nombreux facteurs. Les protocoles standardisés peuvent fausser les résultats car ils ne tiennent pas compte de la dimension humaine et de sa complexité. Il est important de comprendre que l'hypnose est un travail sur l'individu et qu'il évolue en fonction de sa structure et de ses propres processus internes. De plus, il est crucial de se concentrer sur la relation avec l'autre et sur ce qu'on apporte comme praticien, plutôt que de se focaliser sur le choix d'un protocole spécifique. Il est possible de constater que différentes inductions et protocoles fonctionnent avec tous les individus, ce qui implique qu'il existe quelque chose d'autre en jeu que les simples outils utilisés. Finalement, l'essentiel dans l'accompagnement est d'être attentif à ce qu'on donne à l'autre et comment il accueille ce processus de changement. Avoir différents outils techniques peut être utile, mais cela ne devrait pas être la priorité dans la pratique. Au contraire, se recentrer sur l'autre et se libérer des contraintes méthodologiques permet une meilleure relation thérapeutique. Au début de la pratique de l'hypnose, on a souvent tendance à se poser beaucoup de questions. Cependant, avec le temps, on apprend à laisser venir les choses naturellement. Il y a différentes étapes dans l'évolution de notre pratique. Au départ, on est très scolaire, puis on finit par se rendre compte que cela peut être épuisant et inutile de trop réfléchir. On apprend alors à choisir les inductions en fonction de la personne, en prenant en compte sa structure et son état d'esprit. Parfois, on oublie certains protocoles appris lors de notre formation, mais il peut être bénéfique de les revoir pour élargir nos compétences. Il est important de choisir un protocole avec lequel on est à l'aise et de tester différentes approches, même si on ne croit pas forcément en leur efficacité. Il faut rester ouvert aux différentes méthodes et en apprendre de chaque expérience. Il peut également être nécessaire de remettre en question nos propres croyances et de se donner la permission d'explorer de nouvelles voies. Il est intéressant de se former continuellement et d'être curieux des approches des autres praticiens. Il faut se rappeler que nous ne savons pas tout et rester ouvert à l'évolution de notre pratique. Durant cet échange, il est mentionné que l'apprentissage est un processus constant et sans arrêt. L'approche adoptée est à la fois spirituelle, pragmatique et centrée sur l'humain. Il est souligné l'importance d'être adaptatif envers chaque individu, sans jugement. Il est également question de différentes croyances et de la manière dont elles peuvent influencer nos perceptions. Des exemples sont donnés, tels que le jeu vidéo, pour illustrer comment une activité peut être perçue de différentes manières. Il est noté que les médias et les croyances populaires peuvent influencer nos perceptions et nos jugements. Enfin, il est exprimé du plaisir et de l'intérêt à poursuivre ces échanges et à continuer à explorer les différents aspects de la vie.